Nous sommes ici dans Paris. Je suis ici, dans les sous-sols, dans l'underground. Apollonia Sokol est une artiste peintre dont le talent, la personnalité et l'histoire de vie hors du commun ont été mises à l'écran dans le film documentaire de Léa Globe, Apollonia, Apollonia. Nous avons eu la chance de la rencontrer après avoir vu ce film qui nous a bouleversés. Je vous invite à prendre le temps d'écouter Apollonia comme vous écouteriez une amie. Celle qui ose est un média libre que je soutiens par le biais de mon organisme Formation Rédaction Web. Si vous souhaitez vous lancer dans un métier lié à l'écriture digitale, n'hésitez pas à nous rendre visite sur formation-rédaction-web.com. Je suis Apollonia Sokol, je suis artiste peintre. En fait, j'aime bien dire que je suis peintresse, donc le maître au féminin. Je suis née à l'hôpital Bichat dans le 18e à Paris. Et j'ai grandi les premières années de ma vie dans un théâtre underground à Château-Rouge, qui était en fait une création de mes parents, un projet expérimental qui devait durer peut-être que quelques années, et finalement qui a eu une vie de plus de 30 ans. Et donc c'était un lieu de quartier, où il se passait plein de choses. Et d'ailleurs, il avait pour vocation de montrer des auteurs vivants, issus de gens des différentes diasporas qui sont en lien avec le quartier. C'est un quartier ouvrier. Et c'était vraiment un théâtre enfin, il existe toujours d'ailleurs, hein, qui était très implanté dans les différentes communautés de ce coin, quoi. Pour moi, mon enfance, elle se passait vraiment au sein du théâtre. Alors j'allais à l'école dans le 18e, mais pas l'école du quartier, hein. Mes parents, ils ont fait tout pour que... Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas une conscience politique comme... Ils n'avaient pas une conscience politique comme aujourd'hui. On utilise des mots comme la gentrification, etc. À l'époque, ils se sont dit juste qu'il fallait que j'aille à l'école à Montmartre et pas à Château-Rouge. J'aimais bien l'école parce que j'étais très sociable et j'aimais bien... On avait des gangs de filles. Moi, j'étais un peu forte et costaud et en même temps, j'avais des bottines. Donc, je pouvais vraiment faire peur dans notre gang de filles. Et puis, j'aimais bien aussi passer du temps avec mes copines. On était très proches. J'étais toujours très en symbiose avec des filles. Et puis, mais après, j'avais l'école, c'était un truc qu'il fallait faire. Et puis après, moi, je vivais dans le théâtre. Donc dans le théâtre, je me déguisais. Après, on faisait des énormes anniversaires avec sur la scène. Avec des choses un peu magiques, parce qu'en fait il faut pas grand chose pour faire un truc un peu magique. Il faut des cartons pour construire des maisons, puis si t'as des projecteurs, puis après tu mets du son, et puis tout d'un coup t'es je sais pas, au fin fond de la Russie, quoi, ou je sais pas où. Donc c'était rigolo mon enfance pour ça. Mais c'est très flou toutes ces histoires de mon enfance, parce qu'on parle de ma petite enfance à mes 8 ans en fait. Mais moi, on m'a déjà raconté que j'étais un enfant qui devait prendre beaucoup de place dans l'espace, ce qui est en même temps compréhensible parce que j'ai grandi dans un théâtre et c'est vrai que j'avais que des personnes qui prenaient énormément d'espace. Et il fallait se battre avec des adultes, comédiens, pour avoir de l'attention. Donc c'est quand même quelque chose de grandir dans un théâtre avec tous ces grands personnages. Heureusement, mes parents m'ont appelée Apollonia. Donc déjà, d'emblée, quand je me présentais, on se souvenait de moi, du fait de ce nom. Puis j'ai tout le temps déguisé aussi. J'étais un enfant qui était tout le temps déguisé. Avec des faux seins, des bottes. J'empruntais les vêtements du théâtre et tout. Donc je portais des bottes qui allaient genre très très haut. Et j'adorais me déguiser en prostituée. Je me souviens que ma meilleure amie c'était Lola Prince, qui était la fille de Marco Prince, qui avait un groupe de funk qui s'appelait FFF, et on allait enregistrer dans son studio et on chantait avec notre gang de gamines, des chansons des chansons d'enfants et tout. Et j'étais assez impressionnée par lui, j'aimais trop sa musique. Enfin, il y avait énormément d'artistes qui venaient, quoi, dans ce théâtre, et énormément de gens qu'on côtoyait, toutes les personnes les plus extraordinaires les unes que les autres. Moi, j'ai grandi d'une certaine façon un peu spéciale où
je pense aujourd'hui qu'il n'y avait pas beaucoup de respect finalement des limites, ou même la notion de limite. Et d'ailleurs, le fait que mes parents, ils ont filmé non seulement ma naissance, mais aussi ma conception, déjà dès le début, en fait, il y a une limite de l'ordre de l'intimité et du respect de l'être qui est en train d'être fait, tu vois. C'était un peu obscur, quoi. Enfin, c'était pas très, défini. Ma mère, quand on allait en Pologne, moi je parlais pas polonais quand j'étais petite et donc c'était bizarre parce que j'étais brune et, euh, et j'étais différente et donc elle me mettait pour les grandes fêtes, elle me mettait sur la table et je devais chanter par exemple La vie en rose. Et donc là, ou des trucs comme ça de... Bah d'ailleurs, La vie en rose, ouais, genre Edith Piaf, c'est d'actualité, c'est bien de parler d'Edith Piaf aujourd'hui. Et donc, c'était bien évidemment très gênant pour moi d'être mise sur la table et de devoir la chanter. Mais en fait, je crois que il fallait toujours dépasser ses propres limites. C'est un peu comme ça que j'ai été éduquée. Et donc, je me rappelle pas d'un moment où je me suis dit, ah là, j'ai fait quelque chose de fou parce que, en fait, personnellement, j'ai toujours un énorme sentiment de culpabilité par rapport au fait que je prends tellement de place ou que je suis extravertie. Et après, il y a la partie introvertie de moi qui se retourne la nuit et qui se dit, merde, mais pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi toujours encore? En ce moment, ça va un petit peu mieux par rapport à ça, mais il y a une période dans ma vie adulte où chaque matin, je me réveillais en soupirant, en disant merde! Et ça durait pendant vraiment 1 heure ou deux de soupirs, en fait. Et mon compagnon, il me l'a fait remarquer, et depuis, j'essaie d'être un peu plus gentille envers moi. Mais la question des limites, c'est un petit peu ambigu pour moi, quand même. Dès l'enfance, il n'y avait pas trop de limites. Par exemple, aussi dans mon adolescence, ma famille, elles viennent en Pologne de gynécologues d'un côté, de médecins et de gynécologues. Et le gynécologue que je devais voir, c'était mon oncle. Et il y avait toute la... Et moi, j'ai des souvenirs de mon adolescence. En fait, il y a en fait toute ma famille, donc mon oncle, mes grandes-tantes, ma mère, ma grand-mère, tout le monde qui sont... donc moi, je suis sur la table des gynécolos. Et ils trouvent pas mon ovaire. Et ils sont littéralement tous en train de chercher mon ovaire, quoi. Et c'est, et c'est horrible. C'est horrible. Et en même temps, c'est vraiment comique, quelque part. C'est tragicomique. Donc, je crois... Enfin, c'est une violence, bien évidemment, mais j'ai pas vécu d'inceste ou, enfin, de choses comme ça, hein. Je veux juste le dire. C'était juste la notion des limites et des coutumes. Bon, il fallait toujours les surpasser, quoi. Et je pense que j'ai gardé ça aussi à l'âge adulte. Je dépasse toujours ma propre intimité, mes propres limites. En fait, la raison pour laquelle j'ai des problèmes avec la mémoire et à raconter toute cette enfance, c'est qu'il y a eu un choc qui s'est passé quand même en 96, quand j'avais 8 ans. Déjà, mes parents se sont séparés vraiment salement. Et ça, c'est des choses qui sont pas évoquées dans le film, très explicitement. Et moi, j'ai développé un cancer orphelin dans ma vessie. Et donc, un cancer orphelin, ça veut dire que c'est quelque chose qui a jamais été répertorié, en fait. Et donc, c'était un mélanome à l'intérieur de la vessie de 4 centimètres. Donc, 4 centimètres, il m'expliquait, les docteurs, que c'est le taille d'un pouce adulte. Du pouce de mon père, plus ou moins. Ce qui est énorme dans la vessie d'une petite fille. Et en fait, un mélanome, c'est quelque chose qui est à l'extérieur du corps, habituellement, pas à l'intérieur. Et là, vraiment, je l'ai caché à l'intérieur de mon entrejambe, quoi. Il fallait passer par mon entrejambe pour y accéder et pour accéder à ce mélanome. Et c'est marrant parce que parfois, on me compare à Frida Kahlo, ce qui est un peu ridicule, parce qu'en fait, on a le même sourcil et tout. Mais aussi, ce qui est intéressant avec Frida Kahlo, c'est, bon, bien évidemment, l'histoire de sa mythologie personnelle qu'elle a créée, que quelque part le film Apollonia fait pour moi. Mais aussi, elle a commencé sa vie d'artiste, son existence d'artiste
à savoir faire de l'art après, en convalescence de cet énorme choc qu'elle a vécu dans un accident de bus. Elle a une barre de métal lui a traversé le corps en passant par la côte et en passant après dans son entrejambe. Donc il y a quelque chose comme ça où je m'identifie un petit peu quand même. J'accepte en tous les cas cette comparaison par rapport à le début de l'art et de la peinture par la souffrance dans l'entrejambe. Si j'ose dire. Et donc en fait, elle s'est mise à peindre quand elle était en convalescence. Elle avait un petit miroir, grand miroir devant son lit. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire ses propres portraits, ses premiers portraits à l'huile. Et moi, quand j'étais malade et que j'étais à l'hôpital, et ben ça a été un moment mystique comme ça où en fait j'ai découvert la peinture, la Bible par les nonnes, parce que j'étais opérée à Lyon, où il y avait donc des nonnes dans cet hôpital. Et j'ai découvert la peinture à l'huile par ces nonnes-là. Même si j'ai grandi avec tout un milieu d'artistes, et il y avait des peintres, etc. Là, je me suis dit que vraiment, il fallait que je me rapproche de ces peintres qui me racontaient finalement l'histoire. Donc là, je parle l'histoire de la Bible, mais en fait, je parle là des peintres... des grands classiques de l'art occidental, pompeux, italien, ou aussi de l'école hollandaise. Mais donc après ce cancer, j'ai voulu me faire baptiser. Et donc je me suis, parce que c'était une façon de me rapprocher de la peinture, je pensais, parce que quand même l'art c'est quelque chose de très spirituel. Mais à l'époque, bien évidemment, j'avais 8 ans, j'avais pas compris la notion de l'institution de la foi. Et donc j'ai voulu me faire baptiser, et je me suis fait baptiser à Hollywood. Ouais, et donc, je me suis fait baptiser à Hollywood parce que je suis partie rejoindre ma tante qui avait fui le communisme, elle, en emménageant aux États-Unis. S'était enfuie. Ma mère s'était enfuie en France, et ma tante s'était enfuie à Los Angeles. Et donc là-bas, je me suis fait baptiser pour me rapprocher de la peinture. Puis plus tard, bien évidemment, que j'ai compris que pour se rapprocher de la peinture, il faut peindre. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas nécessairement se baptiser ou se convertir à une religion. Et j'ai toujours voulu peindre. Quand j'étais enfant, je peignais. Et d'ailleurs, j'avais le droit de dessiner sur les murs de ma chambre. Donc il y avait des dessins, différents niveaux. Les murs étaient couverts de dessins, mais à différents niveaux, on voyait mon trait évoluer. Comme des espèces de strates à l'horizontale, comme on fait en minéralogie ou en archéologie, quoi. Ça, c'est assez drôle parce qu'on voit comment est-ce que j'ai différentes influences dans le dessin au cours des années. Donc moi j'ai grandi au Danemark parce que suite à cette maladie et le fait qu'on s'était retrouvés sans logement avec ma mère, elle a décidé de partir au Danemark où elle connaissait, où elle avait son ex-mari en fait. Quelqu'un qu'elle avait épousé à l'âge de 17 ans pour s'enfuir plus ou moins du régime communiste. Et donc là elle s'est sacrifiée pour moi en fait et elle est retournée chez ce monsieur qu'elle avait quitté. Et donc c'est comme ça que moi j'ai grandi au Danemark. Et c'est une grande partie de ma vie, de mon éducation, aussi le fait d'avoir été une émigrée. Enfin avec une mère polonaise, à l'époque où la Pologne n'était pas encore dans l'Europe. Et quand même, voilà, Danemark c'est un pays qui est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite en 30 ans. Ça fait vraiment partie de mon histoire et aussi le fait que je sois pas uniquement française. Je trouvais qu'on était très stigmatisés là-bas. Ma mère, elle devait faire le ménage et on n'est jamais assez danois pour les Danois. C'est quand même une île presque, une presqu'île et une île et les gens sont très, voilà, c'est entre eux. C'était un peu dur dans les années fin 90. Tout fermé à 5h, 6h, il n'y avait pas de magasin. Les gens étaient entre eux, quoi. Maintenant, c'est assez différent que Copenhague, mais à l'époque, c'était un peu raide, quand même. Donc, très tôt, je voulais pas repartir en France. Moi, j'étais obnubilée par retourner dans mon théâtre, revivre dans mon théâtre, il faut que je retourne dans mon théâtre. Et il faut que je fasse les beaux-arts. Donc, tout de suite, voilà, j'ai tout le temps peint et je suis partie, quand j'étais ado, voilà, j'ai parti à Düsseldorf avec des peintres polonais qui étaient là-bas. Et donc, j'ai squatté les beaux-arts de Düsseldorf.
alors que j'étais pas inscrite. Il y avait des super artistes là-bas, Thaler, Jonathan Messeux. J'ai vraiment appris avec eux. J'ai commencé avec de la grosse abstraction allemande, en fait. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai compris, de la même façon que j'ai compris qu'il fallait pas se convertir au catholicisme pour faire de la peinture, j'ai aussi compris que l'abstraction allemande, elle était là parce qu'elle parlait d'une histoire de la guerre et de la responsabilité des Allemands par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était pas mon histoire. Parce que nous, on est des Polonais, juifs, tout ça. Et en fait, on s'est rescapés aussi des goulags. Et donc, en fait, c'était pas l'abstraction, la grosse abstraction, c'était pas moi, quoi. Donc il y a eu plusieurs choses comme ça. Puis à l'âge de 13 ans, je faisais des cours de modèle vivant avec les adultes. Je traversais la ville pour aller dessiner, faire du modèle vivant et tout. Bon, bref. Et donc très rapidement, dès mes 18 ans, j'ai postulé pour les Beaux-Arts. Et à ce moment-là, on m'avait dit, les artistes que j'avais pu contacter en tant qu'ado, qui étaient des adultes, m'ont dit, voilà, les Beaux-Arts de Lyon, c'est l'école des beaux-arts la plus importante à ce moment-là. C'est la plus en vogue et c'était là où il se passait quelque chose. Donc j'ai postulé aux Beaux-Arts de Lyon et j'étais admise. Mais c'est une école où on écrème les étudiants et en fait où aussi il faut surtout pas faire de peinture. À ce moment-là, la peinture c'était hyper ringard et donc j'ai très mal vécu ça parce que j'étais toujours peintre, je voulais être peintre. Comme je disais, j'avais été aux Beaux-Arts de Düsseldorf et partout, enfin dans d'autres pays en fait où il n'y avait pas cette façon très dramatique et réactionnaire d'avoir des idées tranchées sur qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et à Lyon, je me suis retrouvée face à ça. Et aussi un système français d'humiliation. Donc on faisait des bilans où les professeurs venaient et nous humiliaient. Et si on n'était pas à la hauteur, et on se faisait virer de l'école, quoi. Donc moi ça m'a pas plu du tout et je me suis partie tout de suite en fait. J'ai même pas attendu de me faire virer. Je suis tout de suite partie et j'ai un petit peu vadrouillé tout ça et puis après j'ai tenté les Beaux-Arts de Paris. Et là j'ai eu les Beaux-Arts de Paris et j'ai adoré, hein. J'ai adoré, je venais à l'école avec le personnel du nettoyage, donc avant que l'école soit ouverte. Parfois, j'arrivais à faire ça. Et je repartais le plus tard possible avec le personnel du nettoyage également. Et j'ai passé les meilleures années de ma vie dans cette institution, au contact d'historiens de l'art et de profs remarquables. Et j'aimais beaucoup aussi le système de cette école parce que on n'était pas rangé par classe par rapport à notre promo, mais en fait c'était mélangé par atelier. Donc c'est un système ancestral où il y a un prof qui est un artiste connu, voilà, qui en tout cas figure pas d'autorité mais de presque comme un, j'ai oublié le mot, un mentor. Voilà, ils ont une posture de mentor, les profs, là-bas. Et moi, ça me plaisait parce que on avait le droit d'avoir plusieurs ateliers, donc plusieurs mentors. Donc, ils ont tous des visions très différentes parce qu'ils sont tous mégalomanes, donc ils sont là avec leur vision du monde. Et puis tu vas dans un autre atelier, puis c'est différent encore, quoi. Et puis j'aimais bien ça aussi parce que donc on était en interannée, c'était tout mélangé. Donc en fait on apprenait énormément de choses des étudiants qui étaient plus vieux, quoi. Et après aussi quand on était en 5e année, on pouvait apprendre beaucoup de choses aux étudiants qui étaient plus jeunes. Donc ça communiquait, ça foisonnait. Après évidemment c'était que des hommes quasiment. Et puis des femmes qui étaient profs là-bas ou qui faisaient partie de l'institution, elles n'étaient pas nécessairement déconstruites. Il y en avait, bien évidemment, je pense à Anne Rochette, qui était l'atelier où se cachaient toutes les gouines, quasiment. C'était le seul endroit qui était un peu safe, on va dire. Euh, mais c'est pas parce que c'était les autres, c'était pas parce que c'était des femmes qu'elles n'étaient pas misogynes. Et puis aussi, il y avait que des blancs. Ça, c'est un fait. Et pourtant, l'école, voilà, elle est accessible. Elle n'est pas accessible à tout le monde, du fait que l'information ne passe pas, mais elle est gratuite. Donc, dans le principe, elle pourrait être accessible à tout le monde. Moi,
j'ai eu des relations vraiment privilégiées avec mes profs, où on a énormément discuté et j'étais toujours à la demande de discussion. Parce qu'aux Beaux-Arts de Paris, on n'était pas obligé non plus d'être dans ces discussions-là et d'être dans ces rapports. Et on pouvait aussi très bien travailler ailleurs. Et moi, je voulais être dans tous les ateliers de peinture et j'étais tout le temps là. Et j'étais tout le temps à la demande de leurs avis. Et je suis encore comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire des choses horribles et je vais les écouter. Puis je vais prendre ce qui m'intéresse et lâcher ce qui m'intéresse pas. Essayer en tous les cas. Par rapport à l'écoute, ce milieu-là, à cette époque, parce que c'est 2010-2015, aujourd'hui, ça a déjà changé parce qu'il y a eu quand même la révolution queer dans le les révolutions sociales dans le milieu des étudiants, hein, pas dans le milieu de l'art, dans le milieu des étudiants. Donc ça a changé déjà. Mais en fait, je pense que les rapports de domination et au sein de l'école, c'était vraiment aussi à l'image de notre société. Et aujourd'hui, je suis encore avec des liens très forts et très amicaux avec Didier Semin, où on s'écrit une vingtaine de textos par jour en termes d'histoire de l'art et de passion et aussi de déconstruction. J'aime pas trop ce terme parce que il a été vulgarisé, beaucoup trop utilisé. Il veut dire quelque chose de spécifique. Mais par exemple, Didier Semin, ben, c'est un historien de plus de 60 ans qui incarne le savoir et qui est une figure de pouvoir dans ce milieu-là, on va dire. Et je l'ai vu se déconstruire, quoi, et remettre en question euh, des choses pour lui qui pensait étaient fermes, étaient gravées dans le marbre. Mais en fait, c'est ça aussi qui est super intéressant avec les questions de genre et la notion de la fluidité de genre. C'est aussi, ça peut s'appliquer. Moi, j'ai découvert ça avec le bouddhisme, avec tout simplement à tout, en fait. Et la fluidité, quand on accepte que les choses sont fluides et que ton identité, elle n'est pas ferme, elle n'est pas gravée dans le marbre, bah finalement, ça, c'est une délivrance. On peut changer tout le temps, évoluer, on peut écrire des choses un jour, on peut se tromper et on peut les remettre en question un autre jour. Et ça, c'est fantastique. J'étais extrêmement impressionnée par Oksana. Il y avait par exemple ce moment où elle était chez des amis. Puis il y a quelqu'un qui est venu et qui commençait à se plaindre en disant oui, ma vie est tellement dure, nanani, nanana. Alors que bon, il s'agissait peut-être pas de quelqu'un qui était dans une précarité. Enfin, elle était peut-être dans une précarité un peu moindre quand même qu'Oksana. Et c'est des difficultés qui étaient quand même moindres qu'Oksana. Mais c'était pas par méchanceté, par comparaison ou quoi, mais Oksana, au bout d'un moment, elle en pouvait plus parce que. Pas du fait qu'on n'a pas le droit qu'il n'y a pas de la place pour les sentiments. Mais je pense qu'elle a voulu lui montrer quelque chose. Et je pense aussi qu'elle était bourrée. Et alors, elle a dit quoi, tu penses que c'est dur? C'est dur? Et en fait, tu penses que ta vie est dure? Que tu souffres? Et en fait, elle est allée au balcon et elle s'est accrochée, elle s'est jetée du balcon, mais de l'autre côté des rambardes. Et elles étaient, je sais pas, c'était genre 4e étage, 5e étage. Et elle avait les bras cassés, Oksana, elle était très faible. Et elle se tenait comme ça et elle dit, ça c'est dur, tu trouves? Et c'est quand même d'une audace, une certaine audace pour faire ça. Alors, Oksana Sachko, c'est une militante féministe qui vient d'Ukraine. Moi, j'étais très intéressée par le mouvement des Femen et à ce moment-là. Ah, en fait, c'est moi qui ai ramené le mouvement des Femen en France. Ça faisait sens pour moi parce que ma mère a fui le communisme pour que je naisse quelque part de libre.
En tout cas, libre de faire de l'art. Parce que ma mère, c'était aussi une artiste. Elle voulait être comédienne. Mais sous le RSS, elle pouvait que faire du pantomime, en fait. Elle faisait du pantomime. C'est pour dire à quel point, sous le régime communiste, on ne pouvait pas s'exprimer. Et donc, c'était intéressant pour moi. En même temps, il y a eu ces deux mouvements extrêmement forts plastiquement de jeunes féministes de mon âge qui, elles, ont vécu dans les deux mondes. Parce que pour la Pologne, la chute du mur, ben, ça concorde avec Berlin, 89, enfin je veux dire la fin du communisme. Mais pour les Femen en Ukraine, ben, ça a été plus tard, ça a été dans les années fin 90, et puis il y avait quand même, c'est beaucoup plus ancré en fait, cette illusion de la réussite de l'URSS, la colonisation finalement de la Biélorussie, de l'Ukraine, par les Russes quoi, quelque part. Et, euh, et donc voilà, d'un côté les poussiéraillottes et d'un côté les fémènes, elles émergent en même temps et c'est des personnes qui ont mon âge et qui ont vécu dans ces deux mondes quoi. Et donc je suis allée à la rencontre d'Oksana à Varsovie lorsqu'elle a fait une action qui s'appelle Fuck Euro par rapport à un match de foot hein, où il y avait énormément de femmes qui étaient vendues à cette occasion-là, quoi, d'Ukrainiennes. Et donc je suis allée à la rencontre des Femen et elles s'en foutaient complètement de moi, sauf Oksana qui voulait bien me rencontrer parce que Oksana, ben, en fait, elle était artiste, elle était peintre. Et on s'est tout de suite reconnus. Donc moi, j'ai parlé en polonais avec quelques mots de russe et elle parlait en ukrainien et avec quelques mots de russe aussi. Et donc je lui ai dit, voilà, quand ça se passera vraiment mal, j'hébergerai votre mouvement. Et en fait, elle est venue, un peu plus tard, elle est venue. Et donc elle avait les deux bras cassés. Et donc elle habitait avec moi et donc je devais la laver par exemple. Et lui faire manger, m'occuper d'elle et tout. Puis après, bon ben, on est devenus inséparables. Jusqu'à ce que les tragédies de la vie ont fait qu'on a dû se séparer. Comme par exemple le fait qu'on s'est retrouvé sans logement, on ne pouvait plus la loger. Je me suis retrouvée à vivre avec ma mère dans 12 mètres carrés. Il n'y avait pas de place pour elle. Et puis toute cette précarité qui m'a poussée à essayer de partir, d'aller aux États-Unis, de croire au rêve américain. Bizarre, mais j'y ai cru à un moment et d'essayer de me créer un nom et de chercher à vendre mon âme, quoi, pour réussir, pour pouvoir revenir avec quelque chose. Mais après, quand je suis revenue, c'était trop tard. Parce que Oksana, elle est finalement très mal et elle finit par se donner la mort. C'est quelque chose qu'il faut accepter, mais en même temps, je le dis pas assez explicitement. Si vous savez que quelqu'un souffre de la sorte, il faut demander de l'aide. Moi, j'avais pas les ressources pour même comprendre qu'il y a des cellules de soutien, il y a tout plein de choses qui rattachent une personne qui ne veut plus vivre au réel et à la vie. Et moi, j'étais pas consciente de ça. Et c'est un de mes plus grands regrets parce que j'ai pas pu l'aider. J'ai pas demandé de l'aide. On n'a pas demandé de l'aide aux bonnes personnes, quoi. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'il il y a des gens pour aider, il y a tout un système, voilà, des gens à appeler, des communautés de gens qui sont là pour venir en soutien quand il y a quelqu'un de suicidaire. Et en fait, moi, j'ai contacté ces personnes-là une fois que c'était trop tard. Donc c'est important d'en parler là, je profite de ce podcast pour le dire, si vous côtoyez quelqu'un qui est suicidaire et qui fait des tentatives de suicide, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, même en appelant ces numéros, quoi. Puis c'est pas vrai aussi,
Peut-être que c'est vrai, mais on dit toujours oui, il n'y a personne qui répond. Mais en fait, peut-être que quelqu'un va répondre. Peut-être que quelqu'un va répondre qui est très compétent. Donc il faut tout simplement y aller. Je veux dire que ma mère est très très audacieuse. À un tel point, ma mère a tellement d'audace que finalement, au fil des années, elle est de plus en plus isolée. Les gens ont du mal et elle a du mal avec les gens. Parce qu'en fait, elle a tellement d'audace, mais elle peut vraiment envoyer tout balader comme ça pour rien, juste parce qu'elle n'est pas d'accord. Et puis, il y a une autre personne aussi qui a le même genre d'audace, c'est Vava Dudu. Alors, Vava Dudu, c'est vraiment une énorme artiste que j'ai rencontrée grâce à mon compagnon. Et donc, c'est la reine du punk. Enfin, c'est vraiment une icône, hein, qui était basée entre Berlin et Paris. Et pour ceux qui la connaissent, vous savez de quoi je parle, quoi. Et elle c'est quelqu'un qui est, on dit en anglais, un apologetic, ou je sais plus comment on dit. Elle s'excuse pas, quoi. Elle va pas s'excuser de sa présence, de sa grandeur, de son talent, de sa force, de ses idées, de quoi que ce soit. Et c'est une grande source d'inspiration pour moi. Finalement, moi, je suis beaucoup plus... Moi, je suis peintre, en fait. Donc, toute cette colère-là, elle se passe dans mes tableaux. C'est la sagesse, ça demande de l'audace. Et alors, moi, je suis pas sage, hein. Mais j'aimerais bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'ai humiliés, par exemple, ou à qui j'ai mal parlé. Et peut-être que moi, j'étais en train de subir une micro-agression et que peut-être que c'est toute la journée. En fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresserait d'apprendre à être autrement dans le monde. Et je trouve ça beaucoup plus audacieux, finalement, de réussir à communiquer et à expliquer des choses et à écouter les autres. Je trouve ça beaucoup plus audacieux, en fait, au final, que juste d'être dans la lutte. Enfin, c'est une lutte, mais d'être dans la grandiloquence et voilà. Et aussi, il y a un truc que moi j'ai pas j'ai compris en fait. Là, c'est assez facile à comprendre peut-être, mais ça m'a mis du temps. Mais tu vois, moi j'ai un compagnon qui est américain-mauritanien. Donc on est dans une société qui est raciste et en fait c'est structurel et donc au quotidien les gens comme lui se font assassiner par la police dans l'espace public. Bref, c'est pas pour l'instrumentaliser dans ce podcast pour me mettre en valeur. Ce que je voulais dire, c'était que c'est mon privilège de femme blanche de pouvoir être une féministe chiante. Et lui, il peut pas être cette personne chiante, il est ce mec sympa, avec tout le monde. Finalement, les rapports de pouvoir et de domination se placent à un autre niveau avec lui. Et c'est dur, hein. Et donc je pense que lui est beaucoup plus courageux que moi, en fait, finalement, à toujours être sympa dans cette société en étant souvent confronté à de la violence, même juste de la micro-violence. Du genre, je t'adore toi parce que t'as le rythme dans la peau. Donc ouais, donc en fait c'est très complexe, parce que vraiment c'est facile d'être une femme blanche dans une société. Enfin, c'est dur mais c'est aussi facile. Alors moi je suis prof aux Beaux-Arts de Caen et je suis tout le temps entourée de jeunes de 20 ans. Et donc, parce que aussi mon atelier c'est un espace où j'ai plein d'assistantes. J'ai des stagiaires, des assistantes et c'est un truc en non inclusif. Donc en fait c'est que des personnes qui s'identifient en tant que femmes. Et c'est des personnes qui sont peut-être des écoles différentes, qui se retrouvent là. Puis il y avoir des filles des arts déco, qui se retrouvent avec des filles des beaux-arts de Paris, mais qui se retrouvent avec les beaux-arts de Caen, qui se retrouvent avec quelqu'un d'autres beaux-arts. Et en fait, c'est vraiment un lieu où elles peignent sur mes tableaux, mais elles peignent aussi leurs propres trucs. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler. En général, du fait que la vision de l'idée de l'artiste génie qui est tout seul dans son atelier, c'est une histoire, un mythe qui est au profit de l'industrie déjà,
Parce que si t'as un artiste génial tout seul, il a besoin de personne. Donc déjà, il doit juste acheter ses matériaux chez les gens qui produisent des tubes, mais aussi de l'industrie, du monde de l'art, du marché de l'art, où il y aurait ces exceptionnels artistes. Mais c'est aussi une idée qui est aussi au profit de l'homme blanc qui se regarde dans le miroir à l'image de Dieu. Donc voilà, encore une fois, le génie. Et donc en fait c'est pas du tout la réalité. Et donc on est plusieurs à peindre sur mes tableaux, et il y a tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui sont dans mon atelier souvent. Et donc moi ce que je leur dis, c'est l'art est un langage, donc il faut avoir le désir de communiquer ce langage-là. Et puis il faut se donner tous les moyens pour le faire, parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que si l'art, il est indissociable de l'artiste, parce que normalement, quand on parler de dissocier l'art de l'artiste, souvent c'est pour excuser ces artistes géniaux, justement, de leur très très mauvais comportement, de leurs atrocités. Donc en fait, ça, déjà, c'est pas vrai. Donc si l'art est indissociable de l'artiste et que tu es une artiste, protège ton travail par tous les moyens, et puis surtout protège-toi, parce que toi aussi c'est ton art. Donc ne te compromets pas, tu vois, pour des questions de hiérarchie ou des questions de pouvoir. Ça c'est super important. C'est comme quelque part tout pour l'art. Donc est-ce que coucher pour réussir, par exemple? Parce qu'on est mise dans des situations comme ça terribles. Et en fait, ça marche pas du tout pour l'avoir fait. Ça marche pas du tout. Parce que après, tu restes cette personne-là. Par exemple, moi, j'en ai vu plein aussi des étudiantes qui sont mises en couple avec les profs aux Beaux-Arts. En fait, elles deviennent des femmes d'artistes. Elles sortent jamais de cette condition-là. Elles restent enfermées 10 ans plus tard. Elles n'ont pas de carrière. Ou alors, très peu, en fait. Parce qu'elles restent coincées dans cette relation, dans cette dynamique terrible. Donc voilà, vaut mieux ne pas coucher pour réussir, mais réussir pour mieux coucher, quoi. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque fois. Vous avez aimé ce nouvel épisode de Celle qui ose ? On espère, parce que nous, on a adoré le fabriquer. Et ce qui serait sympa, ce qui nous aiderait vraiment, c'est, si vous avez aimé le podcast, de mettre des étoiles, de rédiger un petit commentaire et même de vous abonner au podcast. Merci beaucoup et à très vite. Parce que les femmes sont fortes. Celle qui ose. Si fait un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait ?